Donc, nous allons commencer le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à cette conférence en ligne. Elle va traiter aujourd'hui du renforcement des capacités de prise en charge des mères et des nourrissons de moins de 6 mois à risque. Donc, je m'appelle Géraldine Belloc, je travaille pour le GITAM et le TechRRT et je vais être la facilitatrice générale de cette conférence en ligne. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne le partenariat qui a permis que ce webinaire ait lieu. Donc, c'est une collaboration de plusieurs acteurs humanitaires qui sont Save the Children, Partners in Health and Goal, sous la coordination et le soutien technique du Technical Rapid Response Team, tout cela financé par USAID. Vous voyez à votre gauche le logo du GITAM. Je ne sais pas, sans doute certains d'entre vous sont déjà familiers. Donc en fait, le GITAM, c'est une nouvelle approche où les experts du niveau global se sont réunis d'une façon volontaire pour créer une plateforme unique pour soutenir les pays qui ont des questions ou des besoins en nutrition. Donc le GITAM, c'est le Global Technical Assistance Mechanism for Nutrition, et en français, c'est le mécanisme global d'assistance technique pour la nutrition. Donc toute l'activité d'aujourd'hui est sous l'égide du GITAM, cette nouvelle plateforme du niveau global faite pour soutenir les pays qui ont des besoins techniques en nutrition, des besoins techniques de conseil ou des besoins de ressources humaines. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'approche MAMI. Ma collègue qui suivra avec sa présentation vous expliquera l'acronyme et tous ses détails. Et ensuite, on vous présentera les types de soutien que vous pouvez solliciter suite à notre conférence en ligne. Un petit peu de gestion logistique avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est important que vous gardiez pour les participants vos vidéos à l'arrêt et vos micros en sourdine. Cela permet d'utiliser au maximum la bande passante et pour que tous les participants aient la meilleure qualité possible de son et de vidéo. Donc seulement les présentateurs ont leur vidéo et leur micro activés. Par contre, pour les participants, si possible, merci de désactiver vidéo et micro. On peut passer à la prochaine slide. Avant de commencer, je pense que vous vous êtes rendu compte que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. L'enregistrement et la présentation PowerPoint seront disponibles assez rapidement sur le site du TechRRT et je vous donnerai l'adresse à la fin de cette présentation. Mais vous pouvez d'ores et déjà voilà, vous rappeler que les enregistrements et les slides seront disponibles en libre accès à la fin du webinaire entre ce soir et demain matin. Vous pouvez, comme vous avez déjà vu, poser toutes vos questions dans la boîte de dialogue que vous trouverez pour l'ouvrir en bas sur la barre d'outils du bas de votre écran. Donc, toutes les questions, en fait, vont être collectées par un collègue, Claude, qui ensuite les regroupera par thème et nous répondrons à toutes ces questions à la fin des présentations pendant une session qui va durer environ de 30 minutes pour que toutes les questions soient survolées et que vous, en tant que participant, vous ayez l'occasion d'échanger avec les présentateurs. Juste un grand merci à Ben Allen. Vous avez vu, il s'est présenté dans la boîte de dialogue au début. C'est le directeur adjoint du TechRRT et c'est lui en fait qui facilite toute la logistique, les slides, les enregistrements, etc. Donc merci Ben d'être dans l'arrière-scène pour faciliter notre travail aujourd'hui. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, on va présenter le concept de l'approche MAMI, comme je disais, présenter les outils qui ont été développés pour l'implémentation et partager un aperçu de tout ce qui est recherche et études de cas sur la mise en œuvre du MAMI. Et ensuite, évidemment, on va vous expliquer le soutien technique que vous pouvez solliciter à travers le TechRRT ou le GITAM, comme je disais tout à l'heure. Prochaine slide.
On va commencer par l'introduction et mettre en lumière les objectifs, donc ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite, Diane, notre collègue, va présenter qu'est-ce que le MAMI, l'approche et les outils. Ensuite, on va partager avec vous 2 études de cas très intéressantes en Éthiopie par GOL et au Rwanda par Partners in Health pour vous montrer comment est-ce qu'on met en place ces interventions pour les mères et les nourrissons à risque. Ensuite, on vous parlera des prochaines étapes dans tout ce qui est collecte des expériences et de l'information scientifique pour nourrir cette approche et l'améliorer au fil du temps. Et ensuite, on aura notre session de questions-réponses qui, si on reste bien collé avec le temps de chaque présentation, pourra durer 30 minutes. Donc, ça vous donnera toute l'occasion, vous participants, de poser vos questions et d'obtenir des réponses par les experts directement en ligne. Voilà, prochaine slide. Donc, les facilitateurs, je vais leur demander de prendre la parole et de se présenter à vous tour à tour. Donc, je suis Géraldine Belloc. Je travaille pour le GITAM en tant que... pardon, j'ai gardé le titre en anglais, en tant que gestionnaire du pool de consultants. Et je suis également un soutien au programme du TechRRT. Diane, à toi. Bonjour à tous, je suis Diane Moyer, je travaille pour Save the Children, je suis la conseillère régionale humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et je suis basée au bureau régional de Dakar. Marlène. Bonjour à tous, je suis Marlène Hébier, je suis conseillère en nutrition pour GOL et je représente aujourd'hui notre équipe de GOL Éthiopie. Merci. Bonjour, je m'appelle Matsiene Emerimana, je travaille pour Partners in Health in Rwanda. Je travaille comme manager de clinique de développement pédiatrique ici au Rwanda. Bonjour, moi c'est Claude Sabois. Je suis conseiller technique nutrition pour l'équipe internationale d'urgence humanitaire de Save the Children et actuellement en déploiement avec le TechRRT comme conseiller ange dans la réponse Ebola en RDC. Et je vous suis à partir de Goma en RDC. Merci. Bonjour, I'm Alice Barrow and the MAMI advisor at Save the Children supporting the GTAM. Donc, Alice, malheureusement, ne parle pas français. Par contre, si vous avez des questions directement pour elle, puisque c'est la conseillère MAMI de Save the Children, on lui traduira vos questions et on traduira sa réponse. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi à Alice, qui est en ligne pendant toutes les présentations et qui pourra répondre à vos questions à l'aide d'un traducteur. Nouvelle slide. Et donc, je vais passer désormais la parole à Diane, qui va vous présenter l'approche MAMI. À toi, Diane. Merci Géraldine. Donc, comme l'a présenté Géraldine, on va essayer de vous donner une sorte d'overview sur qu'est-ce que le MAMI, en quoi ça consiste, quelles sont les nouveautés par rapport à ce qui existait avant. On va vous parler de certains cas d'études, en plus des cas d'études qui ont été réalisés au Rwanda et en Éthiopie. Prochaine slide. Donc, le MAMI, la première chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Management of At-Risk Mother and Infant Under 6 Months. Donc, on n'a pas encore d'acronyme en français. Je pense que l'équivalent, ce serait du PCMAN, c'est-à-dire la prise en charge de la malnutrition aiguë pour les nourrissons. Ce qui est très important, c'est que dans le MAMI, on parle de management et on parle de at risk. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les enfants qui sont malnutris, mais qui peuvent être aussi à risque de malnutrition. Et on va voir une approche qui est très holistique, qui inclut non seulement la prise en charge en elle-même, mais aussi tout l'aspect prévention. Prochaine slide. Donc, juste quelques informations un peu pour vous parler de l'étendue du problème. Donc, ces données, elles sont de DHS, donc Demographic Health Survey, sur à peu près 10 ans dans environ 54 pays. C'est-à-dire, si on regarde les enfants de 0 à 6 mois, combien sont en sous-poids, combien sont en malnutrition aiguë, en retard de croissance ou en petit poids naissance. Donc, vous voyez que de façon générale, le fardeau est quand même assez important avec jusqu'à 20% d'enfants qui sont en sous-poids, c'est-à-dire poids par rapport à l'âge, 21% qui sont émaciés,
17% en retard de croissance et aussi presque 18% qui sont en petit poids. Comme j'imagine qu'on a beaucoup de nutritionnistes parmi nos participants, vous savez que l'impact de cette malnutrition à la naissance et dans les 6 mois qui suivent vont impacter sur la bonne croissance et le développement de l'enfant. Donc, c'est pour montrer que cela reste un problème quand même qui est très important, d'où l'importance de pouvoir l'adresser. Prochaine slide. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est que dans nos programmes, dans les pays en général, il n'y a pas de prise en charge pour les enfants, les nourrissons de moins de 6 mois. Tout ce que l'on peut voir, c'est des prises en charge pour les masses compliquées, c'est-à-dire vraiment les enfants qui ne sont pas allaités ou qui ont vraiment des grosses difficultés d'allaitement ou qui présentent un cas de malnutrition aiguë sévère avec complications et qui sont référés dans les CRENI, c'est-à-dire dans les centres de prise en charge hospitaliers, ce qui a un impact énorme sur le coût pour la famille, mais aussi pour le service de santé. On n'a pas de prise en charge au niveau communautaire pour les moins de 6 mois, comme on en a pour les 6 à 59 mois. Donc, il y avait clairement un gap qu'il fallait adresser. Et merci pour la slide suivante. Donc, rapidement, l'approche mamie, slide suivante. Donc, l'approche mamie, ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte l'approche holistique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on regardait la prise en charge des malnutries aiguës, la malnutrition aiguë chez les moins de 6 mois, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on s'adressait surtout aux problématiques purement nutritionnelles ou purement médicales. Donc, il est important de regarder l'ensemble des facteurs. Alors, excusez-nous si la slide n'a pas été traduite. Donc, on va regarder effectivement l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire est-ce que l'enfant il est malnutri, est-ce que l'enfant il allait bien, mais on va aussi regarder la mère. Est-ce que la mère, elle aussi, elle est malnutrie, puisqu'on sait que ça va avoir un impact sur l'enfant. On va regarder aussi ce qui se passe à la maison, tout ce qui est, est-ce que le père a un emploi, est-ce qu'il y a de la violence domestique à la maison. On va regarder comment se sent la mère, est-ce que la mère a des problèmes de santé mentaux. On va regarder tout ce qui peut être en facteurs environnementaux qui peuvent impacter sur le bien-être de l'enfant. C'est-à-dire, quand on dit à une mère, voilà, votre enfant, il faut l'allaiter en de bonnes conditions, quelles sont ces conditions? Est-ce que ces conditions sont présentes à la maison? Et ça va être aussi tout ce qui est accès aux services de santé, non seulement donc pour l'enfant, mais aussi pour la santé maternelle, mais également regarder tout ce qui est accès aux soins, donc des maladies chroniques ou des maladies tout court, tout ce qui est accès au VIH, mais aussi les problèmes de handicap. Donc, comme vous le voyez, l'approche est vraiment holistique. On n'est pas sur de la nutrition pure, on regarde le couple mère-enfant dans son ensemble et tous les facteurs qui peuvent impacter à la fin le bien-être du nourrisson. Slide suivante. Merci. Donc, comment on va adresser ce problème? Donc, le problème, il est adressé à 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, quand on parle de niveau primaire, secondaire, tertiaire, ça peut avoir différentes définitions selon comment on regarde. Là, on parle plutôt de les niveaux d'étape par rapport à la maladie. C'est-à-dire que le niveau primaire, ça va être la prévention. Qu'est-ce qu'on fait comme intervention, comme approche pour éviter que l'enfant devienne malnutri? Donc, comme vous le voyez dans la pyramide, ça va être une approche ange, donc alimentation du nourrisson et du jeune enfant, donner des bons messages sur les bonnes pratiques, comment bien allaiter son enfant, etc., etc. Au niveau secondaire, donc là, c'est là où le MAMI va être intégré, ça va être le dépistage. Est-ce que l'enfant est à risque? Et c'est là où on va l'intégrer dans la prise en charge. Donc, c'est traiter et prévenir la détérioration. Et enfin, le niveau tertiaire que l'on veut éviter au maximum, ça va être le niveau clinique qui va être l'impact de la maladie. Donc là, on va être plus dans référencement à plus haut niveau. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'approche MAMI, ce qu'il faut voir, c'est que
on n'essaye plus de faire une séparation masse-MAM comme on peut le faire pour les enfants de 6 à 59 mois. Là, on a une continuité de service, c'est-à-dire qu'on parle, on regarde l'enfant dans son ensemble, on va voir un petit peu dans quelques minutes quels sont les critères à prendre en compte, mais il faut aussi qu'on fasse la différence entre l'anthropométrie et le diagnostic. Encore une fois, on n'est pas seulement sur de l'aspect purement nutritionnel poids-taille, on va regarder d'autres facteurs. Il faut aussi, comme je l'ai dit précédemment, regarder le couple mère-enfant dans son ensemble. Donc, juste prochaine clic. Donc là, par exemple, vous avez différents scénarios. Alors, vous avez un scénario, ça va être un enfant qui est petit, et donc qui est petit pour son âge, par exemple, mais qui grandit bien. Vous pouvez avoir un enfant qui est petit, ou même qui est bien portant, mais dont la croissance va être faible. Vous avez un enfant qui a des problèmes d'allaitement, vous avez un enfant qui a une maladie sous-jacente, vous avez un problème d'allaitement exclusif. Donc, encore une fois, le focus, il est vraiment sur un ensemble de facteurs qui va être comment est l'enfant par rapport à ses pratiques alimentaires, par rapport à sa croissance, comment est l'environnement familial, comment est la mère par rapport à cet enfant. C'est un ensemble de facteurs qui, je pense, est un petit peu plus holistique, un peu plus global que ce qu'on peut trouver, par exemple, pour la prise en charge des malnutritions aiguës chez les 6-59 mois, où là, on va regarder des critères purement anthropométriques comme les œdèmes, le poids-taille et le PB. Prochaine slide. Il y a un… revenir. Voilà, super, merci. Alors, juste pour vous montrer, ça, c'est plusieurs critères que l'on peut utiliser pour admettre un enfant dans le programme MAMI. Donc, vous pouvez avoir un enfant qui, effectivement, a un problème de croissance, de malnutrition aiguë. Donc là, ça va être un PB qui est en dessous de 11 cm pour les 0 à 6 semaines. Vous avez un PB qui est entre 11,5 en dessous de 11,5 pour les enfants de 7 semaines à 5 mois, ou alors avec un poids âge Z-score en dessous de moins 2 pour les 0,5 mois. Mais ça peut être également un nourrisson qui a une perte récente modérée de poids ou absence de gain de poids. Ça va être un nourrisson dont vous constatez l'émaciation. Ça va être une mère qui, elle, est malnutrie, dont le PB est entre 19 et 23. Vous avez un nourrisson avec des difficultés d'allaitement, une mère qui elle-même elle a des difficultés donc, pour allaiter son enfant ou qui peut rencontrer des problèmes au niveau des seins. Ça peut être une mastitis, ça peut être un problème au niveau des mamelons. Ça va être la mère qui va elle-même exprimer un problème. Également, ça va être une mère qui peut être anxieuse, qui peut avoir un problème de dépression, qui peut être stressée. Ça va être un nourrisson qui est, pour des raisons quelles qu'elles soient, non allaité et qui a recours à une alimentation artificielle, donc c'est-à-dire avec du lait en poudre, dans des conditions qui ne sont pas optimales. Comme vous le savez, dans beaucoup de nos contextes où on intervient, le lait en poudre entraîne des décès parce que les conditions ne sont pas propres à une bonne consommation. Par exemple, l'eau n'est pas potable, il n'y a pas les conditions d'hygiène, etc. Donc, l'enfant qui va être nourri de façon artificielle dans ces conditions va présenter un risque de devenir malade et en décéder. Ça peut être un enfant qui a moins d'un mois avec des naissances multiples, par exemple des jumeaux, des triplés, un petit poids naissance, un prématuré, un orphelin, une mère qui ne peut pas s'occuper de son enfant. Donc, comme vous voyez, encore une fois, les options pour admettre un enfant sont quand même assez larges et on essaye de prendre en compte des facteurs à la fois sociaux, mais également nutritionnels et médicaux. Prochaine slide. Enfin, prochain clic. OK. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder… encore un clic. Il manque le dernier petit carré. Merci. On va regarder, donc, bien entendu, le statut nutritionnel du nourrisson qui quand même reste extrêmement important.
Donc, via le poids âge, le petit poids, le PB, etc. Plusieurs critères peuvent être utilisés. On va regarder les pratiques alimentaires de l'enfant. Est-ce qu'il est allaité? Est-ce qu'il est allaité exclusivement? Est-ce qu'il est allaité de façon artificielle, etc. On va regarder le statut nutritionnel de la mère. Est-ce qu'elle est elle-même malnutrie? Le bien-être de la mère, est-ce qu'elle est sous des conditions de stress? Est-ce qu'elle est déprimée? Est-ce qu'elle se sent en capacité à prendre soin de cet enfant? Et le dernier point, c'est tous les autres facteurs de risque qui, on pense, peuvent entraîner à court ou moyen terme un risque pour la santé de l'enfant. Merci. Prochaine slide. Donc là, on va vous présenter les outils MAM. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont encore en train d'être revus. Chaque organisation peut développer sa propre version des outils. Il y a une base commune, mais ça peut être décliné de façon différente. Donc, je vais juste vous en présenter quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le type d'informations que l'on collecte et que l'on va suivre pendant la prise en charge de l'enfant. Alors, prochaine. Donc, le premier outil qui reste très important, c'est, bon, désolé pour l'absence de traduction, on va… Ah, reviens en arrière. Ah, désolé pour le petit hic. Bon, voilà, super. Donc, le premier outil, il va vous aider à savoir qu'est-ce que vous faites de cet enfant. Donc, en fait, on part sur du Assess, Classify et Assess, Analyse and Decide, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mesurer, comment vous prenez en compte cette information, qu'est-ce que vous allez décider. Donc, à chaque niveau de question, vous allez avoir un schéma décisionnel qui va vous dire est-ce que cet enfant doit être sur de la prise en charge, est-ce qu'il doit être juste recevoir peut-être un peu de conseils, est-ce qu'il doit être référé au niveau hospitalier. Donc, il va y avoir toute une série de questions qui vont vous permettre, vous guider à prendre la meilleure décision. Donc, par exemple, on va mesurer l'enfant, on va mesurer la mère, on va poser des questions à la mère et l'enfant, pas l'enfant, mais à la mère sur comment ça se passe l'allaitement. On va demander à la mère d'allaiter l'enfant devant nous. On va regarder le positionnement de l'enfant sur le sein. Est-ce qu'il tète bien? Est-ce que la bouche est bien posée sur le mamelon? Quelle est la relation entre la mère et l'enfant, etc. Et enfin, on va apprendre aussi, on va s'assurer que la mère et l'enfant ne présentent pas de complications médicales. Et en fonction de tous ces critères de décision, on va décider est-ce que l'enfant doit être référé au niveau hospitalier, est-ce qu'il peut être pris en charge au niveau du MAMI ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'admettre et dans ce cas-là, ça va plutôt être du conseil pour rassurer la mère. Donc, on vous a montré différents outils. La dernière qui s'affiche devant vous, ça va être la carte un peu de suivi, qui est l'équivalent des cartes que l'on voit dans nos centres de nutrition. Ça va être, vous retrouvez les informations classiques avec les données de la mère, est-ce que c'est et la mère de l'enfant, date d'admission, etc., poids, taille, âge. Quel a été le problème? Pourquoi l'enfant est là? Est-ce qu'il ne peut pas allaiter? Est-ce que c'est parce qu'il est malnutri? Et par la suite, vous avez le suivi hebdomadaire. Prochaine slide. Donc, vous retrouvez un petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est pas très… désolé, il faut un petit peu zoomer, mais vous retrouvez un petit peu le même type d'information qu'on va avoir dans une carte de PESIMA classique, c'est-à-dire le poids, la taille, le MUAC, la durée, la longueur de l'enfant, pardon. Vous allez avoir la température, les problèmes respiratoires. Vous allez avoir aussi comment ça se passe avec l'allaitement, est-ce que ça se passe bien, etc. Et quel type de support on va donner à la mère. Donc, l'enfant sera suivi toutes les semaines avec la mère et comme dans tout programme de prise en charge de la malnutrition, si l'enfant à un certain moment va avoir des complications, il sera référé aux structures appropriées. Merci. Prochaine slide. Donc, voilà, on a le zoom. Donc,
Qu'est-ce qu'on va proposer? On va avoir aussi du conseil individuel qui va être donné par l'agent de santé dans le centre de santé en charge du suivi du programme MAMI, soit par des éducations, des groupes d'éducation, donc les groupes de support pour ceux qui travaillent en Afrique de l'Ouest. On va retrouver un petit peu tout ce qui est les GASPA, les GESAN, etc. Donc, ça va être des groupes qui peuvent être faits soit au niveau du centre de santé, soit au niveau de la communauté. Et on va avoir aussi un suivi à domicile, suivi social et familial pour s'assurer pour suivre l'environnement familial. Merci. Donc, juste très rapidement, vous donner quelques informations sur des expériences qu'on a pu faire sur le MAMI. Prochaine slide. Donc, la première, ça s'est fait au Bangladesh. Donc, c'est un projet pilote à Barisal. Et l'idée, c'était de comparer un petit peu entre quelle est la différence de coût entre un projet MAMI, comme je vous l'ai présenté, et un protocole standard, qui est le protocole standard étant la prise en charge unique des enfants avec complications au niveau hospitalier. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, le coût total, c'est-à-dire combien ça coûte, le projet total coûte effectivement plus cher pour le projet MAMI au centre de soins de santé. Mais par contre, on se rend compte que c'est plus rentable par enfant traité parce qu'on va générer effectivement, il y a beaucoup plus d'interventions, la charge de travail, le caseload va être plus important. Mais après, quand on regarde par enfant, le coût par enfant reste moindre. Et surtout, ça reste moins cher pour les accompagnants qui, eux, n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ça veut dire avec tous les coûts qui incluent manque de revenus parce qu'on est à l'hôpital et qu'on n'est pas à la maison, ne peut plus pouvoir s'occuper des enfants, etc. Donc, l'approche, au final, par enfant et pour l'accompagnant reste plus économiquement intéressante pour l'approche MAMI. Prochaine slide. Donc, le deuxième cas dont je vais vous parler très rapidement, c'est donc la mise en œuvre du CIMAMI dans le camp de réfugiés de Gambela en Éthiopie. Donc, l'idée, on avait voulu essayer de tester des nouveaux bracelets PB, donc des bracelets MUAC, pour le MAMI, et c'était un programme qui a été vraiment apprécié par la communauté et qui a montré aussi le besoin de simplifier les outils MAMI. Dernière slide, prochaine slide, pardon. Donc, il y a eu un article que vous pouvez retrouver sur Field Exchange. Prochaine slide. Donc, des exemples de PB que vous pouvez utiliser. Donc, comme vous voyez, ils sont séparés entre 0 et 6 semaines, 7 semaines, 5 mois, 6 mois et 5 ans. Donc, c'est les PB qui ont été adoptés par Gaul dans le cadre de ce projet. Donc, avec la version graduée et la version simplifiée avec juste le système de couleurs. Prochaine slide. Donc, juste vous montrer quelques chiffres. Donc, la répartition filles et garçons. Donc, c'était à peu près égalitaire, sauf pour certains âges. Prochaine slide. Juste rapidement, les raisons, pour montrer quelles ont été les raisons de l'admission. Encore une fois, je reviens sur l'approche holistique et l'importance de regarder tous les facteurs. Donc, effectivement, on a eu la mère qui a des problèmes pour allaiter son enfant, qui a Mother Feeding Challenge, comme vous voyez, la dernière option. Vous avez des enfants qui avaient un poids-âge à -2, vous avez des petits poids, vous avez quelques prématurés. Donc, comme vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez varié et qui montre aussi que si on se limite à des critères purement anthropométriques, on laisserait sur le côté beaucoup d'enfants. Prochaine slide. Donc, juste les résultats du projet. Donc, en bleu clair, vous avez les 50%, donc les guéris. Vous allez voir qu'il y a 30% de defaulters, d'abandon. C'était dû au fait que c'était un camp de réfugiés et qu'il y avait beaucoup de déplacés. Donc, du fait que les personnes aient à voyager, le programme a été abandonné. Plus que parce que le programme n'a pas été reconnu par la communauté. Prochaine slide. Donc, au Bangladesh, on a eu une réponse dans la crise du camp Cox. On a eu l'occasion de mettre en place des sites CIMAMI au niveau du camp.
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après avoir mis en place ce système de dépistage, on a eu beaucoup d'admissions. Les admissions sont vraiment venues en nombre avec beaucoup de cas et ça nous a permis aussi de voir au niveau programmatique quels étaient les principaux défis. Prochaine slide. Et au Rwanda, donc on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus, l'expérience de la clinique de développement pédiatrique. Donc, cette clinique offre un suivi vraiment complet, non seulement médical, mais nutritionnel des enfants. Donc, ils se rendaient compte que les moins de 6 mois avaient un statut nutritionnel assez faible. Plutôt, ils ont donc intégré le MAMI dans ce protocole avec l'idée, c'était le traitement de l'approche de l'hôpital vers le district. Donc, désengorger les hôpitaux pour avoir une approche à base communautaire. Prochaine slide. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le MAMI, vous avez les documents en ligne sur N-Online. Et bien entendu, on reviendra dessus à la fin de cette session pour vous donner un peu plus comment on peut vous aider. Et je vais passer la parole à ma collègue qui va nous présenter les autres cas d'études. Merci beaucoup. Oui, Marlène, à toi. Comme on est juste un tout petit peu en retard, je te passe la parole tout de suite. Pour les participants, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la présentation de Diane dans la boîte de dialogue et on y répondra à la fin. À toi, Marlène, merci. Merci bien. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, je présente cette étude de cas pour mes collègues de Gaulle, Éthiopie. Cette présentation a été préparée par ma collègue Rita Ritou, qui est notre conseillère en recherche. S'il vous plaît, la prochaine slide. Merci. Donc, juste un aperçu du contexte dans lequel le programme MAMI est mis en œuvre par Gaulle en Éthiopie. Et donc, en 2014, Gaulle a joué un rôle important pour l'intégration des réfugiés sud-soudanais dans 2 camps de réfugiés dans la région de Gambela. Et donc, actuellement, nous gérons 2 cas sur les 7 camps de réfugiés qui existent à Gambela en Éthiopie. Et donc, pourquoi l'approche MAMI a été intégrée à notre programme de nutrition? Simplement, il s'agissait de répondre aux normes élevées de mères et de nourrissons vulnérables parmi les réfugiés qui avaient été intégrés dans ces camps de réfugiés-là en 2014. Et donc, depuis 2014, nous avons démarré avec cette approche, mais c'est à partir de 2016 que nous avons formellement commencé à utiliser l'outil CMAMI qui vous a été présenté plus tôt. Donc, actuellement, Gaulle supporte 4 sites de nutrition, 2 à Koulé, 2 à Turkidi, dans les camps. Et dans chacun de ces 4 sites de nutrition, nous fournissons des services intégrés de nutrition préventive et curative. Donc, nous avons des espaces 1000 jours aux Anges et aussi le programme de PESIMA avec des crénis, crénas, crénam et la blanquette feeding. Et le programme MAMI est intégré et fourni au sein des espaces 1000 jours aux Anges par des infirmières qualifiées et formées. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, comment se déroule le programme MAMI? Et donc, nous avons la première étape de dépistage qui se fait avec les brassards MAMI MUEC. Nous avons la chance, puisque dans notre contexte, nous avons plusieurs opportunités de dépistage, que ce soit lors de dépistage trimestriel, réalisés par les agences des Nations Unies. Nous avons également des dépistages mensuels pour la blanquette feeding et des dépistages réalisés également par des agents communautaires directement au sein des ménages. Et donc, la prise en charge même repose essentiellement sur 4 composantes. Donc, la première, donc l'enregistrement ou l'inscription au sein du programme qui se fait en utilisant donc les critères ABCD. Et donc, A pour anthropométrie, B en anglais breastfeeding qui est allaitement, C pour l'évaluation clinique et D, l'évaluation de la dépression et de l'anxiété. Et donc, ce dépistage-là, cette évaluation-là se fait sur le couple mère-enfant. Donc, la deuxième composante concerne donc les visites hebdomadaires de suivi et de soutien pour les couples mère-enfant.
Et donc, il y a un certain nombre de critères d'évaluation effectués d'une part pour l'enfant, mais aussi pour la mère. Et donc, un suivi adéquat est apporté en fonction des résultats de ces différentes évaluations-là. Et ensuite, à la fin de chaque suivi, donc un plan d'action est établi avec la maman et l'infirmière pour les visites hebdomadaires. Et donc, sur la base de ces évaluations-là, nous avons la sortie ou le référencement vers d'autres programmes lorsque cela est nécessaire. Donc, enfin, la quatrième composante, il s'agit d'un suivi même après la sortie pour les couples mère et enfant, puisque nous avons la chance d'avoir un programme intégré. Cela nous permet donc de continuer à collecter des données longitudinales et à analyser en fait l'impact du programme sur le long terme. Enfin, le volet suivi et évaluation. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, en Éthiopie, nous utilisons des technologies digitales pour la collecte et la gestion des données. Donc, nous utilisons Comcare pour la collecte des données pour les couples mères et enfants et Power BI pour l'analyse des données qui sont collectées. Et tout cela est géré à distance par nos collègues suivis et évaluation depuis Addis Abeba. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je vais vous parler, vous donner un exemple, vous présenter un couple mère-enfant qui a été admis et pris en charge au sein du programme MAMI. Et donc, à gauche, vous voyez une jeune maman, Niago, 20 ans, avec son bébé de 4 mois lors de leur admission au sein du programme. Il s'agit d'une réfugiée sud-soudanaise. Et à droite, vous voyez une de nos infirmières MAMI, Elsa, qui les a accompagnés lors de leur prise en charge. Et donc, juste pour vous donner un peu de background sur le profil des bénéficiaires au sein de ce programme-là. Donc, Niago est une jeune maman qui est issue d'une famille de 9 personnes et qui a fui la guerre au Sud-Soudan et s'est réfugiée au sein de ce camp-là. Et donc, elle a perdu son mari et elle a rencontré le père de son bébé au sein du camp et elle ne reçoit aucune aide du père de l'enfant, ni pour elle, ni pour l'enfant. Donc, pour donner un peu de contexte sur les antécédents des bénéficiaires, de la plupart des bénéficiaires au sein du camp. Et donc, Elsa, notre infirmière MAMI, a évalué l'admissibilité de ce couple mère-enfant au sein du programme MAMI, d'une part en évaluant les facteurs de risque pour le bébé et ensuite en évaluant les facteurs de risque pour le couple mère-enfant. Et donc, lors de cette évaluation-là, donc, elle n'a détecté aucun facteur de risque pour le bébé, que ce soit par rapport à son poids à la naissance, à son éventuelle prématurité ou au fait qu'il soit issu d'une grossesse jumellaire, qu'il soit orphelin. Donc, par contre, en évaluant donc, le couple mère-enfant, donc en utilisant les critères ABCD, donc elle s'est rendue compte qu'ils étaient éligibles et pouvaient être admis au sein du programme. D'une part, en évaluant les critères anthropométriques du petit, du nourrisson, et donc il y avait donc un indice poids-âge et un périmètre brachial en dessous des critères. Et donc, pour la maman, elle avait fait mention des problèmes d'allaitement. Elle estimait qu'elle n'avait pas suffisamment de lait pour son bébé. Et donc, sur la base de ces deux critères-là, ils ont été admis au sein du programme MAMI. La prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Et donc, lors des visites hebdomadaires, donc après l'enregistrement, donc au sein du centre 1000 jours Ange, donc Elsa, l'infirmière, a continué donc à évaluer les critères à risque chez l'enfant d'une part et chez la maman d'autre part, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Donc, chez le nourrisson, il y avait une surveillance du poids, des signes de danger pessimés, donc température, fréquence respiratoire, déshydratation, maladie courante de l'enfant. Donc, chez la maman, le suivi, l'évaluation toujours de l'allaitement et du bien-être. Et donc,
Pendant les visites, donc Elsa, l'infirmière, donnait à la mère des conseils pour l'allaitement et lui apportait vraiment un soutien concret pour l'aider à maintenir l'allaitement et à allaiter de manière convenable son enfant. Et donc, à la fin de chaque visite, un plan d'action était discuté et établi entre Elsa et Niago, la maman du petit. Et donc, dans cet exemple-là spécifiquement, le couple mère-enfant a été suivi par Elsa pendant 4 semaines et ils ont été sortis déchargés du programme Mamie au bout de la 4e visite. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, lors de la sortie de la décharge du couple, mère-enfant du programme Mamie, donc cela s'est fait au bout de 28 jours. Donc, le couple avait récupéré. Donc, au moment de la sortie, les mesures anthropométriques du nourrisson étaient normales d'une part et le statut d'allaitement de la mère était également normal. Et donc, en ce qui concerne les résultats, vous pouvez voir sur les 2 figures que au cours donc, de la prise en charge au sein du programme Mamie, il y avait une augmentation constante du poids de l'enfant et de son périmètre brachial, donc depuis l'enregistrement jusqu'à leur suivi 1 mois après la sortie. Parce que comme je vous l'ai dit, nous continuons à suivre les couples même après leur sortie du programme. Et donc, le couple avait récemment effectué donc, leur visite 1 mois après la sortie. Et donc, l'enfant avait été référé vers le programme CRENAM, puisque ce programme est disponible au niveau du camp, et puisque l'enfant était âgé de plus de 6 mois. Et donc maintenant, Elsa, notre infirmière mamie, elle est impatiente de continuer à suivre ce couple-là lors des prochains mois, donc aux visites à 2 mois, à 6 mois et à 12 mois après leur sortie du programme. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc maintenant, je vais juste vous partager avec vous les prochaines étapes plus globalement pour ce programme-là en Éthiopie. Donc, nous avons prévu de modifier un peu et d'adapter, en fait, si vous voulez, les critères de sortie pour le programme Mamie. Donc, plutôt que de faire sortir les couples du programme une fois qu'ils sont classés comme n'étant plus à risque, nous allons simplement les suivre de manière périodique, c'est-à-dire une fois par mois, jusqu'à ce que le nourrisson ait 6 mois. Donc, cela nous permettra donc de vérifier bien qu'il n'y a pas de détérioration pour leur statut, le statut du couple. Et aussi, ça va nous donner l'opportunité donc de continuer à renforcer les bonnes pratiques d'allaitement pour le nourrisson. Donc, après, globalement, je suis aussi heureuse de partager avec vous que au sein de ce programme Mamie-là en Éthiopie, GOL a intégré plusieurs composantes de recherche afin de générer des évidences et d'apprendre davantage sur le programme Mamie. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 3 composantes de recherche au sein de ce programme-là. La première composante sur les brassards Mamie Muac, la deuxième sur l'utilisation de vidéos éducatives pour la sensibilisation et le soutien des bonnes pratiques d'allaitement pour les mamans. Et enfin, une troisième composante vraiment sur l'analyse des données longitudinales, puisque nous continuons à suivre les couples mère-enfant même après leur sortie du programme. Donc, et enfin, nous avons un partenariat avec l'université JIMA, la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume-Uni et l'INN pour mettre en œuvre en fait une RCT dans la région d'Oromia en Éthiopie sur le programme Mamie. Donc, je remercie Merci. donc les collègues de GOL Éthiopie et Rena pour la préparation de cette présentation. Merci Marlène. Et donc, sans transition, pour essayer de revenir un peu sur le temps, je passe la parole à Mathieu. Prochaine slide. Mathieu, à toi. Merci. Je vais présenter le titre de cas des Partners in Health. Je présente ce cas au nom de l'équipe qui nous travaille ensemble, aussi de collègues aussi qui travaillent dans le programme de PDC. La prochaine slide. Je vais commencer
à vous donner un peu d'informations sur le PDC. Le PDC, c'est une clinique de suivi de développement pédiatrique des enfants à risque. C'est un service qui a été commencé par Partners in Health, Institut Muzima, depuis 2014, en collaboration avec le ministère de la Santé rwandais. C'est après qu'on a vu que les enfants qui sont nés avec des complications, ils avaient des mortalités précoces, aussi ils avaient des complications de malnutrition, aussi des retards de développement. On a pensé à commencer une intervention concrète qui a l'objectif d'améliorer la nutrition, l'accès aux services de santé, aussi la stimulation du développement pour les nourrissons qui sont à risque. Les enfants qu'on reçoit, ils sont référés par les services de non-natologie, aussi d'hôpital, mais aussi les enfants qui viennent dans la communauté. Beaucoup des enfants qu'on reçoit sont les enfants qui sont nés avec faible poids à la naissance, aussi les prématurés. Aussi, il y a les enfants qui sont avec des séquelles neurologiques après l'encéphalopathie néonatale qui est due à l'asphyxie néonatale. Mais aussi, il y a des autres cas des enfants qui ont des complications, des conditions moins fréquentes. Et on peut donner les enfants soit avec trisomie 21, les enfants qui sont avec l'hydrocéphalie, les fentes palatines ou la BR, les enfants qui sont avec les problèmes de l'état de développement global, mais aussi il y a des enfants qui présentent des malnutritions aiguës sévères et ils sont hospitalisés, mais avec l'âge moins de 12 mois. Notre services sont intégrés dans les services publics du ministère de la Santé, ça c'est le centre de santé et l'hôpital, et ils sont dispensés par les infirmiers et les agents sociaux qui sont formés sur le protocole. Mais aussi, il reçoit les supervisions par les médecins généralistes et les enfants ils sont suivis jusqu'à l'âge de 5 ans. Dès qu'on a commencé, jusqu'à ce jour, plus de 2000 enfants ont été pris en charge. Aujourd'hui, nous travaillons dans les 2 districts, mais on a commencé sur un point d'extendre les services dans notre service pour avoir les 2 districts. La prochaine slide. Dès qu'on a commencé, on a eu les problèmes. On a fait une évaluation pour voir comment les enfants évoluaient ou comment sur le point de santé. On a eu qu'il y a beaucoup de taux de malnutrition élevés, surtout sur les enfants qui sont moins de 6 mois. Et il y avait beaucoup de taux de suffisance pondérale et aussi sévère, avec 25% à l'âge de 3 mois. Il y avait beaucoup de problèmes de malnutrition aiguë, sévère, et aussi des problèmes de gain de poids insuffisante. On a évalué pour avoir quels problèmes qui causaient ça. On a eu des problèmes qu'on ne faisait pas très bien une évaluation complète de l'allaitement maternel. Et pour ça, les conseils pour l'allaitement maternel ne sont pas donnés par les agents de santé. Et il y avait aussi le manque d'identification des problèmes d'alimentation à temps. Aussi, ça faisait que les agents de santé faisaient pour donner des stratégies pour résoudre les problèmes en donnant les lait artificiels pour les enfants. Ça nous fait à penser comment on peut améliorer les services. Et on a trouvé l'approche mamie, on a intégré dans notre service. La prochaine slide. On a intégré l'outil mamie en 2017. On a fait former tous les infirmiers qui travaillent dans le service et les agents sociaux sur l'outil mamie. Et aussi, on a adapté l'outil en 2019 pour la version 2. Ça nous fait à modifier le protocole qu'on utilisait. On a traduit tous les outils en français et aussi pour les outils de conseil en Kinyarwanda pour que les infirmiers et les agents sociaux
peut donner des conseils appropriés. Ce qu'on a fait pour l'outil d'évaluation, on a amélioré, parce que tous les enfants qu'on reçoit sont beaucoup de prématurés. La question sur la prématurité et le faible poids de naissance, on a enlevé cette question. Et puis, pour que les infirmiers et les agents sociaux utilisent l'outil très bien, on a fait à développer un algorithme que les infirmiers se référaient pour prendre des décisions appropriées. Next slide. Clic. Cet outil, ça aide à tous les agents de santé qui travaillent dans la clinique pour qu'ils puissent se référer à propos de l'évaluation qu'ils ont fait. Et puis, s'il y a des problèmes qu'on doit donner des services en urgence, ou bien que pour déterminer si l'enfant va bénéficier ou bien va être enregistré dans le programme MAMI. Il y a trois catégories. C'est les enfants qui ont avec des signes de danger. Ces enfants, on les fait tout de suite dans l'hôpital. Il y a aussi les enfants avec le couleur jaune. Ça, c'est les enfants qu'on enregistre dans le programme MAMI. Et les enfants qui ont avec le couleur vert, c'est les enfants qu'on va continuer à les suivre avec le protocole de PDC. Mais aussi tous les enfants qui sont dans le programme MAMI, on les fait, ils continuent à suivre le protocole de PDC. Ce que je peux dire très particulier, c'est qu'on a ajouté l'intervalle de croissance comme la catégorie des questions ou bien des paramètres qu'on va suivre. Parce qu'on voyait que les enfants, ils perdaient beaucoup de poids et puis on faisait à identifier qu'ils ont des problèmes à retard. Et aussi, c'est les mesures anthropométriques, parce que beaucoup d'enfants étaient prématurés. Le WHO chat, ou dire les outils de former des WHO, ça faisait beaucoup de problèmes et de difficultés pour les infirmiers pour déterminer si l'enfant avait des problèmes. On a intégré tout dans les formulaires de PDC qu'on utilise. Next slide. Je vais vous présenter un cas parmi les enfants qu'on a enregistrés dans le programme. C'est un cas d'une dame âgée de 32 ans et avec deux enfants. Mais l'enfant que je vais présenter, c'est le troisième enfant. Le maman a été suivie dans le programme de consultation prénatale dans les centres de santé, mais il avait un problème, une complication d'anémie. Et ça fait qu'on le transfère à l'hôpital et on a fini à avoir un accouchement prématuré par césarienne. Il a accouché une fille prématurée née à 27 semaines avec poids de 910 grammes. L'enfant a été hospitalisé à l'hôpital pendant 2 mois et il pesait 2 kilos à la sortie. Donc, on l'a référé pour être suivi dans le service de PDC. La prochaine slide. En arrivant à l'admission en PDC, l'enfant pesait 2 kilos 550. Ça, c'était après 3 semaines après la sortie. Et c'était impossible de calculer les ISCO qu'on utilise dans notre protocole. On utilise l'âge corrigé pour tous les enfants qui sont nés prématurés. Mais elle avait une bonne croissance avec un intervalle de croissance de 37 grammes par jour. Mais il avait des problèmes, la mère avait des problèmes d'avortement après l'évaluation. On a trouvé que l'enfant s'endormit pendant l'avortement. Il se fatiguait lorsqu'il faisait l'avortement. Et la mère,
ne se sentait pas à l'aise pour positionner le bébé parce que le bébé était très petit. Et aussi, il était anxieux avec des inquiétudes que l'enfant ne veut pas continuer à vivre. Et la mère avait aussi des problèmes à tirer le lait maternel à la maison. Et pour la phase d'attachement, il n'était pas très bon. Ça, c'était les critères pour être enregistré dans le programme MAMI. La prochaine slide. Mathieu, il te reste 1-2 minutes maximum. Merci. Et, pour les actions qu'on a fait pour aider la mère, on a donné le conseil individuel psychologique pour le supporter et les conseils à l'allaitement maternel, comment positionner l'enfant et aussi pour l'attachement. On a utilisé l'outil MAMI, aussi des vidéos de Global Health Media qu'on a traduit en Kinyarwanda. On a fait l'éducation, comment utiliser le petit gobelet pour arrêter l'enfant, pour alimenter l'enfant lorsque l'enfant se fatigue, pour que l'enfant ait beaucoup de reins. Aussi, on a changé les visites à des visites fréquentes. Et pour les résultats, l'enfant est finalement passé à des visites de routine, visites standards, et l'interaction mère-enfant était améliorée. La mère se sentait psychologiquement, de façon psychologique très bon, et aussi un bon allaitement, un bon attachement au sein. Aujourd'hui, l'enfant est à 20 mois et pèse 2 kilos et toutes les mesures anthropométriques sont en bon état. Next slide. Et aussi, je peux vous donner pour quand on est en train de changer, on est en train d'ajouter les MWAC à des paramètres qu'on prend, aussi à ajouter le formulaire pour le dépistage de dépression. Dans notre service, on donne des sports psychosociaux pour tous les dames, mais il n'y a pas de fiches de dépistage. Merci. Merci Mathieu. Donc on peut passer à la prochaine slide avec Diane qui va revenir parmi nous pour nous présenter les prochaines étapes. Merci. Oui, merci. Prochaine slide. Donc, juste un petit peu pour vous montrer aujourd'hui un petit peu le MAMI, où est-ce que sont donc, les personnes ressources, mais où est-ce que sont aussi testés les projets. Donc, vous voyez que la carte est assez grande. On a des experts un petit peu partout dans le monde, même si le projet n'a été testé que dans certains pays. Prochaine slide. Donc, comme on vous a présenté en début de session, Alice, qui est l'experte CIMAMI de Save the Children, donc nous avons la possibilité au niveau de Save the Children et à travers le TRT, et Géraldine va vous en parler un peu plus, la possibilité de proposer du soutien. Donc, le type de soutien qui peut être demandé, c'est de l'aide, à savoir est-ce que vous voulez faire l'approche MAMI. J'ai vu notamment beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est faisable, voilà les contextes, voilà mon protocole. Donc, ce sont le type de support qu'on peut vous apporter. Vous aider aussi à contextualiser l'approche MAMI. Il n'y a pas une approche qui va aller dans tous les contextes. Chaque pays est différent, chaque protocole est différent. Et aussi vous orienter et impliquer les parties prenantes concernées. C'est-à-dire avec, comme c'est une approche holistique, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes de cette approche soient prises en compte. Donc, vous allez avoir dans les infos qu'on peut vous partager, notamment la boîte à outils MAMI et les modules Compass de formation. Il y a également une vidéo MAMI. Prochaine slide. Géraldine, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup Diane. Donc, avant d'expliquer à tous les participants comment est-ce qu'on peut demander l'appui du TechRRT, je voulais vraiment vous remercier, vous trois présentateurs, Diane, Marlène et Mathieu, parce qu'en peu de temps, finalement, vous avez réussi à présenter l'approche d'une façon très concrète et très claire et nous montrer comment, dans des contextes extrêmement différents, le MAMI peut être mis en œuvre. Donc, merci beaucoup pour vos présentations et puis pour la clarté du message que vous avez fait passer aujourd'hui.
Donc, pour les personnes qui sont intéressées à demander l'appui du TechRRT, comme Diane vous disait, voilà, il y a deux choses. Il y a la question directe au Mamie Advisor de Save the Children, et ensuite, il y a la demande de soutien par un expert technique qui peut venir dans le pays. Donc, cette demande, elle passe par le TechRRT. Tout le monde peut demander un appui au TechRRT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection. Ça peut être une ONG nationale, internationale, un cluster, un secteur, un donateur, un gouvernement. En fait, toutes les personnes qui sont intéressées pour recevoir le soutien d'un expert technique dans le pays, ou aujourd'hui, à l'heure du Covid, peut-être en soutien à distance, malgré tout, toujours un expert technique spécialisé dans le sujet, vous pouvez tous faire une demande au TechRRT. Une fois que vous contactez le TechRRT à l'adresse email que vous voyez, il va y avoir un premier appel où on va vous expliquer en fait les détails, échanger avec vous pour préciser vos besoins, et ensuite ensemble avec les experts techniques et le personnel du TechRRT, il y aura des termes de référence de développer pour un petit peu mettre des actions et des attentes très claires par rapport au soutien qui est demandé et au temps que l'expert technique peut vous libérer. 2 minutes sur le coût, parce que ça c'est toujours une question qui est assez récurrente et qui est assez intéressante. Alors il y a plusieurs modalités par rapport au soutien technique que vous pouvez recevoir du TechRRT. En l'occurrence, dans certains cas, le déploiement ou le soutien à distance peut être totalement couvert par des fonds du SID, qui est le donateur pour ces activités. Ou alors, il peut y avoir des modalités de partage de coûts ou même de prise en charge totale de coûts. Donc, pour un ordre d'idée, pour 3 semaines de soutien dans le pays d'un expert technique sur le sujet, ça vous coûte entre 15 000 et 20 000 $. Pour un soutien à distance de 2 semaines de ce même expert, c'est environ 6 000 $. Ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que c'est des discussions monétaires qui auront lieu obligatoirement quand vous vous approchez le TechRRT pour un soutien technique. Mais à aucun moment donné, ces questions de coûts ne gêneront un déploiement ou un soutien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous avez un besoin, qu'on l'identifie et qu'on le verrouille bien dans les termes de référence, vous aurez le soutien. Ensuite, les modalités viendront au fur et à mesure de la discussion et de la possibilité de cofinancement ou de financement dans son intégralité de l'agence qui fait la demande. Donc, dans tous les cas, voilà, le soutien, vous pouvez l'avoir. C'est vraiment important. Et ensuite, les modalités de financement sont discutées en parallèle, mais le soutien aura lieu. Donc voilà, l'important, c'est qu'après, les budgets seront travaillés avec le TechRRT. Bref, tout ça est discuté, mais vous avez accès à ce soutien technique quand vous en exprimez le besoin et besoin que vous envoyez à l'adresse email qui est là. Prochaine slide. Donc, désormais, je vais passer la parole à Claude, qui a collecté toutes vos questions que vous avez envoyées dans la boîte de dialogue ou par mail à Ben ou par d'autres moyens. Donc, il a, depuis un petit peu plus d'1 heure, collecté toutes ces questions, les a regroupées par thème. Et donc, Claude, c'est à toi pour la session de questions-réponses. Tous les participants, vous êtes bienvenus de continuer à poser vos questions dans la boîte de dialogue. À toi, Claude. Merci beaucoup. Et je voudrais profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Et nous les avons regroupées finalement en quelques catégories. Il y a les questions liées à l'approche et à la programmation Mamie. Il y a des questions liées à l'outil, même de l'utilisation Mamie. Il y a quelques questions sur l'étude des cas et aussi des questions enfin d'intégration et de partenariat. Alors, pour commencer, il y a quelques questions qui ont eu leur réponse déjà, soit dans la présentation, soit dans le chat box. On ne va pas y revenir, juste donner quelques points. C'est notamment la question sur l'approche. Est-ce qu'il y a des
exemples, une expérience, des évidences sur le MAMI. Alors, je pense que la présentation à travers l'expérience de Gaulle au niveau de l'Éthiopie et puis de PIH au niveau de Rwanda, ça a donné déjà la réponse, mais si on n'a toujours pas la réponse, on va revenir déjà dessus. Et l'autre question sur l'approche dans la programmation, c'est quelle est la différence entre MAMI et SIMAMI? Je voudrais quand même revenir sur cette question, la différence entre MAMI et SIMAMI. Avant de passer aux autres questions, je vais revenir à Diane. Oui, je vais répondre. On a eu la même question au webinaire hier en anglais. En fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on parlait de SIMAMI, il y avait beaucoup de confusion avec SIMAM. Donc, on a préféré partir sur une approche MAMI pour bien faire la scission entre cette approche et le SIMAM. Même s'il y a beaucoup de… L'objectif est le même, qui est une prise en charge de la malnutrition chez les enfants, il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu revenir remodifier l'acronyme. Merci Claude et la personne qui a posé. Merci. Et nous allons revenir sur une question, merci Diane, nous allons revenir sur une question de Toussaint Selemani qui a posé une question dans certaines communautés où ils ont une constitution de courte taille, comme chez les Pygmées. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser le MUAC comme critère d'admission ou bien il y a un autre critère qu'on peut utiliser? Ça, c'est une question de Toussaint. Et je la pose aussi, je la remets à Diane. Oui, donc en fait, j'ai discuté en parallèle avec notre experte Alice qui écoute le call également et qui ont traduit les questions. On est en réflexion, il n'y a pas de décision qui a été prise là-dessus, mais ça fait partie des sujets de recherche, des sujets donc de questionnement que l'on a actuellement. Donc, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse claire en disant oui ou non. Je peux juste vous dire qu'à l'heure actuelle, on ne le sait pas encore, mais on va continuer à creuser la question. Merci Diane. Sanoussi a posé la question pour savoir s'il y a des critères de non-réponse chez des enfants suivis et s'il veut aussi savoir s'il y a des indices qui peuvent orienter sur une non-réponse, donc des critères pour classifier la non-réponse. En même temps, il demande s'il y a une durée maximale pour le suivi lorsque la personne est admise. D'accord. Je vais laisser Mathieu et Marlène qui ont l'expérience terrain pour pouvoir partager. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est adapté à chaque programme. Nous n'avons pas encore des critères inscrits dans le marbre comme nous l'avons pour la PESIMA. Donc, Mathieu, Marlène, si vous voulez partager peut-être votre propre expérience selon les projets que vous avez mis en œuvre, sous quels critères déclariez-vous un enfant non répondant? Oui, merci bien. Donc, toujours en discussion avec Alice et Ritu. Donc, l'idée, c'est que il n'y aurait pas vraiment d'opportunité pour catégoriser les enfants comme non répondants parce que s'ils ont moins de 6 mois et qu'il y a une détérioration de leur situation, ils seront référés vers les CRENI parce qu'ils ont moins de 6 mois, donc selon les protocoles nationaux. Et sinon, ils vont continuer à être pris en charge jusqu'à ce qu'ils aient 6 mois. Donc, au-delà de 6 mois, ils sont toujours dans le programme. Et s'ils sont éligibles, ils peuvent être référés vers les autres programmes. Donc, ça peut être un CRENAM suivant leur statut. Mais sinon, après, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Mais sinon, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment ils seraient référés, en fait. Si jamais il y a une détérioration de leur situation. OK, merci beaucoup Marlène et Diane. Sanoussi, si vous avez encore des questions à propos de ça, juste laissez un message sur chat, comme ça on va approfondir si vous n'êtes toujours pas satisfait et si vous êtes satisfait, manifestez-le aussi. Alors, par rapport aux questions liées à l'outil, il y a
des questions sur si on peut recommander ces PB pour l'utilisation sur terrain et aussi si ces MUAC peuvent aussi être recommandés pour un usage clinique. Je pense que pour l'usage clinique, la réponse a déjà été répondue. Et Marlène, peut-être si on peut confirmer, est-ce que c'est utilisé pour le terrain? Je pense qu'elle avait déjà répondu aussi, juste pour donner une précision. Oui, donc jusque-là, l'usage du PB Mamie a été utilisé, donc est utilisé sur le terrain, comme on le fait nous, dans les centres 1000 jours. Et c'est plutôt pour un dépistage au niveau communautaire. Il n'y a pas encore eu d'usage au niveau de centres de santé ou de structures sanitaires. Donc, jusqu'à présent, c'est juste pour un usage communautaire. D'accord. Et est-ce que c'est accessible? Ça, c'est une autre question qui a été posée par Kadidia, connaît. Demande si les brassards sont pour la mamie ou pour la mamie sont accessibles, facilement accessibles. Ça, je vais confirmer avec Alice, puisqu'ils sont toujours à l'étude de test. Donc, il y a le projet une des composantes de recherche là qui va vraiment se concentrer sur la validation de l'outil. Je ne suis pas sûre, mais à confirmer avec Alice. OK, d'accord. Alors, on va revenir sur cette question-là avec Alice un peu plus tard, c'est ça, le temps qu'elle prenne la traduction avec Marlène, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pour l'étude de cas de l'Éthiopie, il y a Randriamiasi Bosco qui voudrait savoir si l'approche Mamie est applicable aussi à d'autres contextes à part l'exemple des camps de réfugiés avec Gaulle en Éthiopie. Est-ce qu'on a eu d'autres contextes en dehors de ce camp de réfugiés et aussi en dehors du camp de PIH au Rwanda? Donc, oui, pour notre cas. Oui, Mathieu, allez-y. Oui, pour notre cas, on a fait intégrer l'approche Mamie dans le contexte différent des cas des réfugiés. Et on a vu qu'il y a beaucoup de résultats. Nous travaillons dans le système de santé public avec les centres de santé et les hôpitaux. Et on a vu que c'est très meilleur. Il y a beaucoup de résultats. Excellent. Marlène, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste partager que pour nous, nous n'avons pas encore utilisé cette approche hors d'un contexte de camp de réfugiés. Donc, on n'a pas d'expérience là à ce niveau. Et juste aussi pour rebondir sur la question de tout à l'heure. Donc, les brassards PB Mamie ne sont pas disponibles comme les brassards MUAC à travers l'UNICEF ou peuvent être procurés, mais nous avons en fait, Gaulle, nous avons les droits d'auteur sur les brassards et donc qu'on peut partager avec toute organisation qui est intéressée. Juste pour eux, ils doivent juste garder en tête qu'ils sont en train d'être validés par la recherche, mais s'ils sont intéressés à essayer de les utiliser pour justement contribuer à la génération d'évidence sur leur efficacité, c'est avec plaisir. Donc, ils pourraient contacter Ati ou Ritu directement. D'accord, excellent, Marlène. Nous allons finir avec les quelques questions d'intégration des programmes et aussi des questions de partenariat. La première question, c'est comment est-ce que ça marche, le partenariat a marché avec PIH, avec l'intégration avec le ministère de la Santé, dans l'intégration. On demande comment est-ce que ça se passe et surtout dans le cadre de l'Éthiopie, l'approche MAM, avec le projet pilote au niveau du gouvernement. Est-ce que c'est facilement
accepté? Est-ce que le niveau d'implication du gouvernement est à la hauteur des attentes? Donc ça, c'est une question au niveau de partenariat pour Gaul et aussi pour PIH. Mathieu ou Marlène qui commence? Pour notre cas, on fait toutes les choses avec collaboration du gouvernement. Lorsqu'on a commencé, le gouvernement on fait des meetings avec le gouvernement pour démontrer les résultats à propos de la réduction de malnutrition, aussi de la prévention de malnutrition. On fait ça dans les technical working groups. Le gouvernement, lorsqu'il voit qu'il y a d'efficacité des programmes, il va adopter le programme. So, on attend on va faire une évaluation pour remontrer les données avec les résultats et puis il peut les intégrer dans les protocoles de prise en charge de malnutrition nationale. Ok, donc actuellement, c'est encore dans la phase expérimentale. Merci Mathieu. Marlène, tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc à notre niveau, puisque nous travaillons essentiellement dans les camps de réfugiés, que le gouvernement éthiopien n'est pas impliqué dans la gestion des camps de réfugiés, donc ils n'ont pas été impliqués spécifiquement dans le programme MAMI à date. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire que l'approche n'est pas encore intégrée dans le programme national pilote du gouvernement au niveau de l'Éthiopie. Non, pas encore. C'était ça la question de Anne-Marie. Merci beaucoup. Alors, si on doit rentrer toujours dans la question d'intégration, comment ça se passe avec l'intégration de MAMI dans le volet Ange, et de même, on va voir aussi comment ça se passe, l'intégration, c'est une question de Zio qui a complété, l'intégration de MAMI dans le volet à prise en charge de la maladie VIH. Donc, pour un enfant qui est malade du VIH-Sida ou séropositif, comment ça se passe? Je peux répondre pour la première partie de la question. Ange est envolé de la réponse CIMAMI, c'est-à-dire Ange, les pratiques d'allaitement, c'est quelque chose que l'on va mesurer, que l'on va renforcer pendant la pratique de CIMAMI. Pour ce qui est du VIH, je ne sais pas si Mathieu et Marlène ont une réponse, sinon on peut demander directement à Alice qui est donnée. Oui, parfaitement, puisque lors de l'évaluation de la maman, donc si il y a des problèmes liés à l'ange, donc elle va recevoir un soutien pour l'ange. Et donc, c'est juste une plateforme additionnelle pour supporter en fait les bonnes pratiques ange, donc je dirais. Et puisqu'on se concentre vraiment sur les enfants de moins de 6 mois, qui ne sont pas nécessairement une cible habituelle des programmes de nutrition. Et donc, l'idée, ce serait vraiment de renforcer tout ce qui concerne l'ange à travers cette approche-là. Ok, d'accord. Alors, par rapport toujours au niveau de la malnutrition ou de l'intégration, on demande aussi, ça c'est une question de Djeneba Batili qui demande si les malnutritions sont catégorisées dans l'approche MAMI en malnutrition aiguë modérée, malnutrition aiguë sévère ou masse. Ça veut dire quoi? C'est malnutrition aiguë sévère. Avec complication. Avec complication, oui. Alors, si oui, quelles sont les complications? Quels sont les critères, pardon? Non, en fait, dans l'approche MAMI, il n'y a pas cette catégorisation dans différentes formes de malnutrition parce que justement, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une approche intégrée, de regarder les facteurs à risque. Et lorsque l'enfant est détecté avec une forme quelconque de malnutrition, que la mère et l'enfant puissent être soutenus donc grâce à l'ange, mais aussi
puissent être référés lorsque cela est nécessaire pour une prise en charge curative. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'approche mamie est vraiment axée sur la prévention parce qu'on essaie de détecter très tôt les facteurs à risque au sein du couple, de la mère et de l'enfant et de les adresser en fait par du conseil, par le renforcement des pratiques anges, notamment l'allaitement et un ensemble d'autres pratiques qui vont soutenir l'allaitement et les soins pour l'enfant. Et donc, l'idée, ce n'est vraiment pas de catégoriser différents aspects de malnutrition et de les catégoriser et de les séparer d'une certaine manière parce que on sait que donc, la malnutrition, c'est multisectoriel. On a besoin d'une approche intégrée et d'une approche continue. Donc, la CIMAM a différentes catégorisations et je pense qu'on est tous d'accord qu'on voit sur le terrain parfois les difficultés à avoir une approche intégrée avec des créniers ou des crénas ou des crénams qui ne sont pas intégrés, qui sont mises en place parfois géographiquement dans des zones différentes et on connaît, je pense, tous les problèmes qu'il y a qui sont liés à cette problématique-là. Et donc, Mamie, c'est vraiment centré sur la prévention et le référencement lorsque cela est nécessaire des enfants. Et donc, l'idée, c'est vraiment pas de catégoriser de cette manière parce que la malnutrition a besoin d'une approche vraiment intégrée, axée sur le couple mère-enfant. OK, merci beaucoup. Bon, on a quand même encore un peu de temps. Sur une question, c'est sur l'approche mamie avec la pandémie actuelle. Je sais que c'est une partie, vous avez déjà donné une partie de réponse avec le VIH, avec aussi l'approche prise en charge, mais on voudrait que vous puissiez dire quand même un mot sur la pandémie actuelle. On fait allusion à COVID-19, mamie, COVID-19. Alors, pour ce qui est de, effectivement, il y a énormément de questions sur comment on va assurer le MAMI et le Covid. C'est encore à l'état de discussion, comme beaucoup de choses actuellement, au niveau du GTAM. Donc, je remets ça sur la liste des questions à creuser. Et dès qu'on aura des infos, l'information sera partagée, bien entendu. Mais c'est encore en cours de réflexion. D'accord, merci beaucoup, Diane. Je rentre dans la chat box, il y a encore quelques questions qui ont été posées. Si je peux juste revenir, j'ai des réponses par rapport à l'implication du gouvernement éthiopien. Exact. Donc, juste pour confirmer, donc mes collègues, ils ont confirmé que le gouvernement éthiopien était impliqué dans les discussions et dans le projet de recherche avec la London School et l'université Jimma. Donc, ils sont impliqués. Il y a eu des réunions avec tous les parties prenantes et le gouvernement a fait partie et ils ont aussi mentionné qu'ils étaient ouverts à faciliter, à permettre en fait à d'autres acteurs qui étaient intéressés en Éthiopie à piloter en fait l'approche MAMI, même si elle n'était pas encore intégrée dans le protocole national. Donc, il y a des discussions en cours sur justement son intégration dans le protocole national en Éthiopie. Et pareillement, l'OMS aussi a été impliquée et fait partie des discussions sur l'approche MAMI, puisqu'elle permettrait justement d'apporter une réponse à ce gap-là qui existe sur la prise en charge des enfants de moins de 6 mois. Donc, c'était vraiment pour répondre à cette question-là. OK. Déjà, vous avez répondu aussi à une des questions, la préoccupation de Bosco, qui voudrait savoir si les outils ont été validés par le niveau national, où les outils MAMI ont été validés. Déjà, avec leur implication, l'implication de l'OMS, ils sont d'accord pour continuer. Ça veut dire tout ça, c'est déjà validé. Donc, ce sont des discussions en cours. Ce sont des discussions en cours. Et donc, on espère qu'on va aboutir justement à cette étape-là de validation globale et ensuite nationale dans les pays. Donc, en Éthiopie, on avance. Ce sont des discussions en cours. D'accord. Je vais prendre une dernière question.
qui a été posée par email. Combien de millilitres de F100 dilué à donner chez un nourrisson qui n'est pas allaité et chez les enfants présentant des séquelles neurologiques et qui doivent être gardés dans le programme pendant combien de mois pour décider de leur non répondant? En fait, c'est une des questions qu'on avait déjà répondu. On a parlé de la durée, des critères de non répondant. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais est-ce que si on n'a toujours pas de réponse à ça, je ne sais pas celui qui a posé la question, c'est Ben qui vient de reprendre la question. Je pense qu'il l'a reçue par email. Mais si on a besoin, je pense qu'on avait déjà répondu à cette question déjà lorsque on parlait de la question de Sanou par rapport aux enfants non répondants et aux critères, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir, Marlène ou Diane, vous avez des réponses en termes de quantité de F100 dilué à donner aux nourrissons non allaités? Je n'ai pas de question parce que ça dépend de plusieurs critères. Donc, Oui. la condition clinique de l'enfant, son poids, la condition. Donc, c'est difficile juste d'estimer comme ça quand il n'y a pas d'informations Beaucoup additionnelles sur la condition clinique de l'enfant, son poids. Et donc, c'est ça. Il faudra avoir plus d'éléments. Mais après, pour des cas vraiment spécifiques d'enfants, peut-être avec des pathologies en plus qui vont avoir besoin de soutien clinique additionnel. Donc là, dans ces contextes-là, on va suivre les protocoles nationaux et s'il nécessite une prise en charge au niveau des cliniques qui est plus adaptée, cela se fera. Et donc, au niveau des 100 000 jours, la mère pourra aussi continuer à bénéficier donc de conseils et de soutien pour tout ce qui est hanche. Merci beaucoup Marlène et merci à tous les participants pour les questions. S'il y a encore des questions qui ne sont pas répondues, on vous sera gré de répondre, de les envoyer, soit de les ajouter sur le chat box pendant que le groupe est encore ouvert, soit de contacter. On va vous donner une adresse pour poser les questions techniques. Ça, c'est la prochaine phase qui commence. Merci à tous, merci à tous les participants. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre session de questions et réponses. Je remets la parole au modérateur. À Géraldine, c'est ça. Merci beaucoup, Géraldine, Claude. désolé. Merci beaucoup, Claude. C'était parfait. Merci aux participants pour vos nombreuses questions. Donc, Ben, tu peux nous donner la dernière slide. Voilà, donc nous arrivons à la conclusion de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Juste avant de vous connecter, s'il vous plaît, remplissez l'évaluation. Ben a partagé le lien dans la boîte de dialogue et vous l'avez devant vous, le SurveyMonkey. C'est très important, ça prend, je crois que ça prend 6 minutes, il me semble. C'est très important pour nous pour améliorer ces conférences en ligne et aussi pour vous, pour proposer des nouvelles thématiques pour les nouvelles conférences à venir. Donc, c'est vraiment important que vous rempliez ça pour nous et aussi pour vous, parce que comme ça nous permet d'être plus efficaces dans cet exercice. Donc, comme on disait tout à l'heure, toutes les questions techniques sur le MAMI, vous pouvez les envoyer à l'adresse que vous voyez devant vous, à mami@savethechildren.org. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez totalement les envoyer, même en français, parce que la personne qui le recevra utilisera un outil de traduction. Donc, vous pouvez les envoyer en français, ça vous sera rendu en français également. Et ensuite, si au cours de cette présentation, vous vous êtes dit que vous auriez besoin d'un expert technique qui viennent vous soutenir dans votre réponse dans le pays où vous êtes, vous pouvez faire une demande au TechRRT en utilisant l'adresse techRRT@internationalmedicalcorps.org. Voilà, le site internet techRRT.org, c'est là où vous trouverez d'ici peu la vidéo et la présentation PowerPoint de cette conférence en ligne. Et encore une fois, merci à tous, merci aux présentateurs qui ont été très efficaces. Et merci aux participants pour vos nombreuses questions. À très bientôt et on reste en contact. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir.
Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.